4 heures du matin, Ispahan, Iran. La zone de haute sécurité encerclant le cœur nucléaire du régime. Le réseau de radars sol-air tourne sans interruption. Il est censé tout détecter à plus de 240 km à la ronde. Puis brusquement, les écrans explosent de blanc. 10 000 fausses cibles envahissent les affichages en une fraction de seconde. Le système cherche une flotte de bombardiers qui n'existe nulle part. Pendant que les antennes tournent en rond, quelque chose de bien réel approche. Un unique missile de croisière fend l'atmosphère à près de 3700 km/h. La distance se réduit, 30 km. Le système tente de se réinitialiser. L'écran reste blanc, 8 km. En ce moment précis, le système de défense le plus sophistiqué du Moyen-Orient fixe un mur de neige numérique aveuglante, tandis qu'un coup fatal se trouve à moins de 8 secondes. Le compte à rebours atteint 0. L'écran passe du blanc aveuglant au noir total. Silence absolu. Et le monde est sur le point de découvrir que le cœur de l'Iran est entièrement exposé. Pour comprendre comment un système de défense valant des centaines de millions de dollars devient aveugle, il faut remonter 30 minutes avant que ce missile n'ait jamais franchi la frontière. 3h30 du matin. Le ciel au-dessus d'Ispahan est habituellement silencieux, mais cette nuit, le réseau de défense aérienne iranien commence à voir des fantômes. À travers toute la province, les radars de surveillance longue portée captent de faibles échos vacillants. Ils ressemblent à des drones. Ils se déplacent à la vitesse des drones. Les commandants iraniens s'attendent à un scénario similaire à leur propre offensive massive. Mais ces cibles ne se comportent pas comme des objets physiques. Elles apparaissent, se déplacent à des vitesses impossibles, puis disparaissent. Loin au-dessus du golfe Persique, un appareil de guerre électronique américain fabrique des copies numériques d'aéronefs là où il n'y en a aucun. Le radar iranien reçoit une version falsifiée de la réalité. C'est comme regarder dans un miroir et voir 5 versions différentes de soi-même, dont aucune n'est réelle. Les opérateurs doivent décider sur laquelle tirons-nous. Pour trouver la vraie menace, le réseau de défense iranien doit pousser ses radars à puissance maximale. C'est précisément ce que le piège exige. En augmentant la puissance, les Iraniens hurlent essentiellement leur position dans l'obscurité. La raison pour laquelle les Iraniens sont si désespérément à la recherche de ces fantômes est simple. Ispahan est le coffre-fort. Si Téhéran est la tête du régime, Ispahan en est le cœur. Elle abrite une base aérienne tactique majeure et se trouve à quelques kilomètres seulement du site d'enrichissement nucléaire de Natanz. Si un seul missile parvient à franchir ce périmètre, les ambitions nucléaires du régime partent en fumée. À 3h45 du matin, la suspicion se transforme en panique frénétique. Les commandants iraniens ne peuvent plus attendre. Ils concluent que les fantômes sur leurs écrans constituent un essaim massif de drones kamikazes. Ils donnent l'ordre de tirer. Le sol autour d'Ispahan tremble physiquement. D'énormes tubes sur le dos de camions militaires pivotent vers le ciel. La séquence de lancement s'enclenche. Le radar, ce joyau de la couronne de la défense iranienne, cette pièce maîtresse russe valant 100 millions de dollars, est en pleine activité. Dans un rugissement audible à des kilomètres à la ronde, les missiles intercepteurs jaillissent de leurs tubes. Un missile part, puis un autre, puis 4 de plus. Ils foncent vers les coordonnées fournies par le radar. Ils atteignent le point d'interception, leur fusée de proximité se déclenche et ils explosent en gigantesques boules de fragmentation et de feu. Le ciel au-dessus d'Ispahan s'illumine comme en plein jour, mais il n'y a aucun débris. Pas d'ailes qui tombent, pas d'explosion secondaire. Les missiles à 1 million de dollars viennent de frapper de l'air vide. Chaque missile iranien lancé représente un créneau de défense qui disparaît. Ils gaspillent leurs meilleures munitions pour tuer des hallucinations numériques. Pendant que les lanceurs se rechargent, l'antenne radar tourne à vitesse maximale. Elle émet des quantités massives de chaleur et d'énergie en tentant de percer le voile blanc sur les écrans. C'est à ce moment précis que l'appareil de guerre électronique au loin change de registre. Les fantômes numériques s'évaporent soudainement. Les écrans radars s'éclaircissent pendant une fraction de seconde. Maintenant que les intercepteurs iraniens ont été gaspillés et que le radar est chaud et exposé,
Le véritable tueur est enfin autorisé à entrer dans la pièce. Le missile de croisière se trouve désormais à moins de 3 minutes. Pendant que le système sol-air iranien se remet encore de l'attaque fantôme, le véritable exécuteur est déjà dans les airs. À 400 km de là, une formation de chasseurs lourds israéliens se stabilise à 15 000 mètres d'altitude. Sous l'aile de l'appareil de tête, une forme massive se détache. C'est le missile. Le pilote appuie sur un unique bouton. Les lourds verrous d'acier retenant le missile s'ouvrent en claquant. Pendant une fraction de seconde, le missile chute simplement. Il tombe dans l'air raréfié comme une pierre, s'éloignant du ventre du jet. Puis l'ordinateur prend le contrôle. Il s'agit d'un missile à longue portée. Cela signifie que les jets israéliens n'ont jamais à pénétrer dans l'espace aérien iranien. Ils peuvent tirer depuis le parking et frapper la porte d'entrée. Les Iraniens cherchent des jets sur leur radar, mais les jets sont à des centaines de kilomètres, en sécurité derrière l'horizon. Le missile s'élève jusqu'aux lisières de l'espace, décrivant un arc haut au-dessus de la frontière. Il sait exactement où se trouve la base aérienne, parce qu'il a mémorisé la forme des montagnes entourant Ispahan. Mais le système de défense n'est pas encore mort. Alors que le missile commence sa longue plongée hurlante vers la cible, le radar iranien parvient finalement à filtrer le bruit électronique. L'antenne envoie un immense faisceau d'énergie invisible, fouillant le ciel. À l'intérieur du missile, un minuscule capteur détecte ce faisceau radar. Le missile sait qu'il a été repéré. Au lieu de manœuvres paniquées, il fait quelque chose de froid et calculé. Il ajuste sa trajectoire de quelques degrés seulement. Il chevauche désormais le faisceau radar iranien. Chaque impulsion d'énergie que le système émet pour trouver le missile agit en réalité comme un phare guidant le tueur directement vers sa source. La distance se réduit. 160 km. L'équipe iranienne voit un minuscule point sur son écran. Ils se déplacent plus vite que tout ce qu'ils ont jamais vu. Ils réalisent qu'il s'agit d'un projectile de classe anti-navire de haute vitesse. Ils se préparent à tirer leurs derniers intercepteurs. Les lanceurs commencent à pivoter. Les énormes tubes sifflent sous la montée en pression hydraulique. Le monde se trouve à quelques secondes d'une collision à haute altitude. Mais les Iraniens regardent uniquement vers le haut. Ils ignorent totalement que la vraie menace est déjà à l'intérieur du périmètre. Pendant que le missile hurle depuis les hauteurs de l'atmosphère, une catégorie d'armes entièrement différente s'éveille à seulement 5 km de la base. Dans un discret terrain industriel en périphérie d'Ispahan, 3 petites formes noires s'élèvent dans les airs. Ce sont des quadricoptères du commerce, le genre qu'on peut acheter dans un magasin de loisirs, mais ils ont été modifiés. Chacun transporte une charge creuse d'1,5 kg, un explosif conçu pour percer 15 cm d'acier massif. Ils volent sous le radar, littéralement. Le système de défense est conçu pour suivre les jets à haute altitude et les missiles rapides. Il est physiquement incapable de détecter quelque chose qui vole à moins de 20 mètres du sol. Ces 3 petits engins n'ont jamais eu à tromper le radar parce que le radar ne les a jamais vus. Ils ne sont pas là pour abattre des avions. Ils sont là pour éteindre les yeux du système. Chacun des 3 quadricoptères se dirige vers une antenne radar différente à la périphérie de la base. Le premier frappe à 3h58. Une unique détonation sourde, à peine audible depuis la rue, et l'antenne principale s'incline vers l'avant, son moteur intérieur pulvérisé par la charge en cuivre. Le deuxième frappe 10 secondes plus tard. Le troisième, 10 secondes après. En moins de 30 secondes, les 3 antennes de surveillance périmétrique sont hors service. La base est désormais aveugle à basse altitude. C'est à ce moment précis que l'écran radar passe du blanc aveuglant au noir total. Le missile de croisière pénètre dans l'espace aérien de la base, non pas en aveugle, mais en voyant parfaitement. Son système de guidage interne a mémorisé chaque hangar, chaque route, chaque structure. Il n'a pas besoin du radar. Il n'a pas besoin du GPS. Il connaît exactement où il va. À une fraction de seconde de l'impact, un dernier système de défense tente de réagir. Un canon anti-aérien à courte portée pivote vers le ciel. Il tire une rafale de projectiles à grande vitesse. Mais le missile ne suit pas une trajectoire rectiligne. Dans ces dernières secondes, il exécute une série de micro-ajustements, plongeant et remontant légèrement,
et les obus passent à côté. Ensuite, c'est le silence. Pas l'explosion rugissante qu'on voit dans les films. Une détonation précise, concentrée, chirurgicale. La charge est conçue non pas pour détruire aveuglément, mais pour pénétrer le toit d'un bâtiment spécifique, traverser 2 niveaux de béton armé et exploser à l'intérieur. Pas de champignons de fumée, pas de boule de feu visible depuis la ville. Juste une seule fenêtre qui s'illumine brièvement dans l'obscurité, puis s'éteint. Le lendemain matin, les autorités iraniennes annoncent que leurs défenses ont repoussé une attaque et abattu plusieurs missiles. Leurs déclarations officielles ne mentionnent ni les quadricoptères, ni la guerre électronique, ni le fait que leurs meilleurs intercepteurs ont été consumés à tirer sur du vide. Elles ne mentionnent pas non plus que le bâtiment visé abrite les systèmes de contrôle de centrifugeuses qui ne fonctionnent plus. Parce que ce qui vient de se passer n'était pas une frappe de représailles, c'était un message, écrit en langage d'ingénierie de précision. Et le message disait « Nous pouvons éteindre vos lumières quand nous le voulons, et vous ne le verrez même pas venir ». Les lignes à haute tension surplombent la campagne à une dizaine de mètres du sol. Et pourtant, personne n'avait songé qu'un simple engin de plastique pourrait y voler juste au-dessus. Pendant que le système de défense le plus onéreux du monde scrute l'horizon à la recherche d'une frappe massive, de minuscules jouets surgissent du quartier d'à côté. C'est comme un château aux murailles colossales qui s'effondre sous l'assaut d'un termite venu de l'intérieur. Les drones atteignent le périmètre grillagé de la 8e base aérienne tactique. Ils foncent droit vers la remorque radar. Cette remorque est un coffre blindé bourré de millions d'euros de matériel informatique délicat et de systèmes de refroidissement. Sans elle, les lanceurs de missiles ne sont que de coûteux tubes de métal inerte. Le premier drone se fige une fraction de seconde, sa caméra verrouillant sa cible sur les immenses bouches d'aération disposées sur le flanc de la remorque. Ces ouvertures sont le seul rempart contre la surchauffe que génère la puissance brute du système. Le drone plonge. Il s'engouffre directement dans le ventilateur rotatif d'aspiration. Un craquement sec. Les rotors en plastique de l'engin volent en éclats, mais la charge explosive se déclenche. Un jet de cuivre en fusion traverse le groupe de refroidissement en hurlant, sectionnant les conduites de fluide frigorigène et lacérant le câble d'alimentation principale. Le deuxième drone suit aussitôt. Il percute l'antenne radar elle-même. Il s'écrase contre les déphaseurs fragiles, ces milliers de minuscules éléments qui permettent au radar d'orienter son faisceau. Imaginez l'antenne comme un œil gigantesque. Le drone vient de jeter une poignée de sable directement dans sa pupille. Le géant est encore debout, mais il se tient le visage à 2 mains, incapable de voir le poing qui fonce vers sa mâchoire. Le troisième drone percute le générateur d'alimentation secondaire. Le sol autour de la batterie est maintenant un chaos de fumée noire et d'alarmes hurlantes. L'antenne radar, qui était à quelques secondes de verrouiller le missile balistique entrant, s'immobilise brusquement. Les moteurs qui actionnent le pivot grincent et s'arrêtent dans un crissement assourdissant de métal sur métal. L'équipage iranien est désormais aveugle, sourd et impuissant. Ils se tournent vers leur viseur de secours manuel. Ils constatent que le missile est maintenant à moins de 30 km. À 3700 km/h, 30 km ne représentent rien. C'est un battement de cœur. Les commandants iraniens tentent de tirer leurs intercepteurs manuellement, mais la liaison est morte. Les drones ont tranché le système nerveux de la batterie. Les missiles demeurent dans leur tube, parfaitement inutiles. Là-haut, le missile balistique détecte que le faisceau qu'il suivait a disparu. Il a déjà mémorisé les dernières coordonnées connues de ce faisceau. Il bascule du mode de guidage par faisceau vers le mode optique terminal. Le missile ajuste ses gouvernes. Pour ceux qui se trouvent au sol, c'est comme si le ciel se déchirait d'un coup. Les opérateurs du système radar n'ont plus que 4 secondes devant eux. Le missile pénètre le toit renforcé de la remorque, traverse la rangée principale d'ordinateurs et s'enfonce de près d'1 mètre dans le socle de béton sous le véhicule avant que la charge militaire ne se déclenche. Le joyau de la couronne du régime iranien, acquis à prix d'or, est vaporisé. L'antenne radar est projetée en l'air comme un bout de papier froissé, rougeoyante tandis qu'elle se désintègre. Lorsque la charge explose, elle libère une onde de pression qui traverse la base aérienne à une vitesse supérieure à celle du son.
Le châssis en acier de la remorque est repoussé comme un couvercle de boîte de conserve. Mais le véritable chaos survient 3 secondes plus tard. La batterie de missiles comporte encore des dizaines d'intercepteurs en attente dans leurs tubes de lancement verticaux. Quand la chaleur de l'explosion principale les atteint, les conteneurs s'embrasent. Un par un, les missiles géants s'allument alors qu'ils sont encore enfermés dans leurs tubes d'acier. Les fusées tourbillonnent follement sur l'air de béton, comme d'immenses pétards de plusieurs centaines de kilogrammes. Elles percutent des camions-citernes et des véhicules de soutien, transformant l'ensemble du site défensif en un cimetière d'acier soviétique en feu. Une explosion secondaire survenant dans un dépôt de carburant envoie un champignon de fumée noire à plus de 150 mètres dans les airs. À travers les flammes, on distingue le vide béant là où se dressait l'antenne radar. Il ne reste qu'un cratère noirci et des conduites de refroidissement tordues. La 8e base aérienne tactique est toujours debout, mais elle est effectivement morte. Sans ce radar, les canons anti-aériens n'ont plus rien à viser. Les missiles restants n'ont plus Dieu pour les guider. Tandis que la fumée se dissipe, le véritable message est déjà lu à des milliers de kilomètres de là, dans les couloirs du Pentagone et dans les bunkers de Téhéran. En croisière sous la surface de la mer d'Arabie, navigue un sous-marin lance-missiles de classe Ohio. Dans ses flancs sommeillent 154 missiles de croisière BGM-109 Tomahawk. Si le premier acteur a utilisé un scalpel pour crever les yeux du système ennemi, la marine américaine, elle, dispose d'un marteau-pilon capable de raser la maison tout entière. Elle n'enverrait pas un seul missile sur un site radar, elle en enverrait 50 d'un coup. Elle inonderait le ciel jusqu'à ce que les ordinateurs iraniens ne puissent tout simplement plus compter assez vite. Même si le système de défense fonctionnait parfaitement, il serait à court de munitions bien avant que les Américains ne soient à court de missiles. Dans le cadre d'une frappe initiale à grande échelle, ce ne seraient pas uniquement des missiles de croisière. L'AGM-88 HARM entrerait également en jeu. Au moment où un commandant iranien activerait un radar pour voir ce qui approche, ce missile détecterait aussitôt le signal et plongerait dessus. Peu importe si le commandant éteint le radar ensuite, le missile a déjà mémorisé l'emplacement. C'est une arme dont le principe est simple. Allume ton radar et tu meurs. Le nombre de missiles de croisière BGM-109 Tomahawk actuellement à portée de l'Iran suffirait à frapper chaque site de défense aérienne, chaque bunker de commandement et chaque centrale électrique du pays en moins d'1 heure. Voici maintenant la question qui devrait tenir éveillés cette nuit les généraux du régime. Qu'aurait-il pu se passer si le commandant iranien avait fait un choix différent? Et si, à l'instant où les fantômes étaient apparus sur son écran, il avait ordonné un blackout total, coupant chaque radar et chaque radio de la base? Si le radar était resté éteint, le missile balistique aurait perdu son phare. Il aurait été contraint de se fier uniquement à ses cartes internes. Il aurait été moins précis. Peut-être aurait-il raté la remorque radar pour tomber sur un carré de sable vide. Mais réfléchissez au piège. Si le radar est éteint, le ciel est grand ouvert. Pendant que les Iraniens restent dans l'obscurité à essayer de se dissimuler, une escadrille de chasseurs furtifs pourrait se trouver à 16 km, et les Iraniens n'en sauraient jamais rien. En éteignant le radar pour sauver le système, ils auraient invité un désastre encore plus grand. Et c'est là le cauchemar de la défense aérienne moderne. Allume le radar et un missile balistique te tue. Éteins-le et les avions furtifs entrent par la grande porte sans frapper. Il n'existait aucune bonne décision. À l'instant où le système de défense a été pris pour cible, tout était déjà joué. La seule question qui subsiste est la suivante. Où le prochain fantôme apparaîtra-t-il? Et le régime aura-t-il encore un radar pour le voir?